Time Sport. Magnifique. Vous faites du sport ? Même pas. Résultats, infos, analyse. À cette heure-ci, il doit être en train de regarder le foot. C'est pas le moment de le déranger. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman. Ça c'est mes skis, ils ont fait deuxième à Crans-Montana ces skis-là. Sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante, c'est l'horaire de Time Sport. Et oui, votre quotidien sportif. À la suite de l'émission d'Adil Farkan, les informés, 19h, 20h, c'est le créneau horaire pour Adil. Et nous, c'est 20h, 21h durant une heure. On va revenir en ce lundi 21 mars 2022 sur le Paris Saint-Germain qui coule et Marseille qui est surgi dans son antre qu'est l'Orange Vélodrome. La liste du sélectionneur Djamel Belmadi qui fait tant parler sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et on reviendra aussi sur la France qui remporte ce fameux tournoi des 6 nations. Et oui, ça faisait longtemps. Eh ben, on y croit, en tout cas, pour ce mondial qu'on aura dans l'Hexagone en 2023, c'est promis. On reviendra sur toute cette actualité. Excusez-moi, j'en perds mon latin. On va pas oublier aussi le Classico d'hier soir qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone. On a la fine équipe ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir en live. Giovanni, notre réalisateur, ce soir se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM. Allez, c'est parti avec le JT Sport qui nous a été bien et sagement préparé par notre rédacteur Jason. Time Sport. Le Grand Prix de Bahreïn remporté dimanche par le pilote Ferrari Charles Leclerc, le monégasque devant son coéquipier Carlos Sainz et la Mercedes du grand Lewis Hamilton. A noté l'abandon du Français Pierre Gasly qui a vu sa voiture prendre feu en pleine course sans danger pour lui, heureusement. En tennis, énorme performance également de Taylor Fritz dimanche à Indian Wells grâce à sa victoire face à Rafael Nadal en 2-7. Un succès qui permet à l'Américain de grimper à la 13e place mondiale et de devenir le numéro 1 américain. Enfin, une fois n'est pas coutume, on termine par du football pour rappeler qu'en équipe de France, Olivier Giroud remplace Karim Benzema et surtout que William Saliba a été appelé pour la première fois ce lundi par Didier Deschamps chez les A pour remplacer Benjamin Pavard, positif au Covid-19. Voilà, c'est tout pour les infos de ce lundi. Un bon début de semaine à tous en compagnie de Bilal et toute l'équipe Time Sport. Et voilà, avec moi ce soir pour m'accompagner, on aura Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Hola, buenas tardes. Alors, pour un supporter du Real, ça va pas mal. Ça va mal plutôt. Pour un supporter ça va. du Barça, ils sont aux étoiles. Ah ben voilà, ça on verra bien en tout cas. Le Barça, le Real Madrid aussi. Mourad est avec nous ce soir en ce début de semaine. Comment ça va, Mourad? Ça va très bien, ça va comme un monégasque, comme un Marseillais, comme un Barcelonais. Le coach Tolé et Kamel vont bien. Comme ça longtemps. Ouais. Samir est là avec nous ce soir. Comment ça va, Samir? Salut tout le monde, ça va. Et pour répondre à Juan José, je suis supporter et parisien et du Real Madrid, alors t'imagines mon humeur. Là. Aïe. Abdel, juste en face de Samir. Comment ça va, Abdel? Toutes et à tous, très content d'être là. Ah ben nous aussi, Abdel, de t'avoir avec nous. Juste à côté, on peut retrouver Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie? Ça va nickel, parce que moi, j'ai juste besoin d'être français pour être content ce week-end. Parce qu'il y a un moment donné, on va parler d'un vrai sport, parce que ça va bien de parler de football tout le temps. On va parler. Louis-Marie, voilà, vraiment, on est champion d'Europe quand même, on en parle ou pas? Oui, on a fait le Grand Chelem, on en parle ou pas? Voilà. Bravo aux hommes de Galtier. Peut-être rappeler que dans le programme d'aujourd'hui, à tous nos éditeurs, on avait parlé Bordeaux, mais Louis-Marie mais tu peux pas faire ça, Louis-Marie. Les Bordeaux aujourd'hui. Oui, les Bordelais. Il a choisi d'être optimiste aujourd'hui, Louis-Marie. C'est pour ça qu'il parle pas de Bordeaux. On a relayé en tout cas les infos concernant les Girondins de Bordeaux, malheureusement, mais il restera avec nous jusqu'à la fin de cette émission, c'est promis. Avec toute l'équipe de Time Sport, on rappelle. Pour Bordeaux, il faut scroller très longtemps avec sa souris pour voir où ils sont situés au niveau du classement. C'est pas bien ça. Mourad, c'est pas bien. On a des Bordelais qui nous écoutent ce soir, même dans la région. Alors on va s'attarder sur le premier sujet de l'émission. Time Sport. Le sujet des sociaux. Allez, je cite, j'aurais été à 2 doigts de me battre avec quelqu'un, Bodmer agacé par le visage des Parisiens à Monaco. Et oui, Paris sombre. On ne sait plus ce qui se passe du côté du club de la capitale, Mourad. Paris sombre, effectivement. Donc, ils ont eu du mal. Autant on peut pointer du doigt Pochettino sur son incapacité à remobiliser les troupes après cette déconvenue européenne. Autant on peut pointer les joueurs, l'effectif, voir le manque de leaders. Mais là, on est clairement sur, sur du passage du professionnalisme vers l'amateurisme, où là, il va se poser, je pense. Là, on arrive sur un point charnier, en fait, pour le Paris Saint-Germain. Il va se poser la question de l'amour du maillot. Est-ce qu'on accepte de continuer avec des mercenaires, entre guillemets, ou est-ce qu'on continue peut-être avec des joueurs un peu moins calibrés pour la Ligue des Champions, peut-être des joueurs un peu moins talentueux, mais peut-être avec beaucoup plus de potentiel, à l'image de Youssouf Fofana, qui est né à Paris, qui a été homme du match face au Paris Saint-Germain, et donc remettre le blason
au cœur de ce club. Donc voilà, c'est la question qui se pose. Après, il n'y a pas eu de faute de Benzema sur Donnarumma là. Ouais. Là, là, on peut sortir les excuses du monde. Il y en a. Là, il y a un match à Louis II. D'ailleurs, Louis II qui était plein. On n'en parle pas beaucoup, mais Louis II, ça arrive de temps en temps. Non, mais après, dans le sud, il est encore pleinement silencieux. Moi, je vais juste pour une fois, je vais être un peu sympa avec le PSG, c'est qu'à un moment donné, honnêtement, on va se rappeler, ça nous rappelle quand même que le sport, c'est avant tout quelque chose de mental. Le PSG, ils ont plus rien à jouer cette saison parce qu'on peut faire genre, on a peur. Le titre, il est dans la poche. Avec Zlatan, il sortait en Ligue des Champions. C'est pas le sujet. Ensuite, c'était des roustes semaine après semaine en Ligue 1. Peu importe. Ah, mais il y a une réaction quand même à avoir. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il y a un moment, le sport c'est mental, le championnat il est joué, ils sont tous en train de penser à leur intérêt personnel. Ça nous rappelle aussi que les footballeurs sont devenus de plus en plus individualistes, et ça c'est un vrai sujet, qui est souvent relié par certains médias et par certains chroniqueurs, mais aujourd'hui c'est une réalité. Taper sur le PSG là, les mecs ils sont déjà en vacances. Et finalement, face à une équipe qui a la dalle, c'est terminé, t'existes plus. Donc, ok, ils vont faire le boulot jusqu'à la fin de l'année, ils vont être inexistants. Monaco, hein. Non, mais ils sont pas menacés par la DNCG. Non, mais quand je te dis qu'ils ont la dalle, c'est qu'ils ont deuxième budget de Ligue 1. Non, mais quand je dis qu'ils ont la dalle, c'est qu'ils ont quelque chose à jouer. Ils ont quelque chose à jouer. Le PSG a plus rien à jouer. Ils sont exonérés d'impôts. Ils sont tous en train de penser à autre chose financière que le Paris Saint-Germain. Par rapport au match, c'est vrai. On l'écoute. Ils ont fait preuve entre guillemets d'une certaine passivité. De toute façon, ils y sont plus. Après, oui, Monaco a quelque chose à jouer, mais sur la série en cours, ils étaient vraiment en difficulté. Ils n'avaient pas de bons résultats. Donc, pour te dire, entre une équipe passive et une équipe qui est en difficulté, prendre 3 pions, c'est compliqué. Après, pour compléter ce que tu disais, Mourad, c'est vrai que y a une réaction à avoir. Après, tu peux avoir cette fracture mentale, évidemment, Louis-Marie, mais à ce moment-là, sur le banc et je remets au goût du jour le sujet des jeunes. Il y a des joueurs qui sont là en vacances sur le banc. Mêlés, essaye de les mettre en avant. Ils jouent jamais, essaye de les mettre en avant. Donne un peu d'expérience à des joueurs, quand bien même tu veux pas les faire jouer. Simon, Michou, tu veux pas les faire jouer l'année prochaine. Au moins, ils auront un peu d'attractivité et ils seront mis en avant et tu peux les vendre un peu plus facilement. Là-dessus, t'as raison. C'est bien, ça serait bien de faire un peu jouer les autres. Après, très sincèrement, c'est bien de parler du PSG tout le temps. Je vais être très sincère. Est-ce que le PSG doit être au centre des débats médiatiques et les nôtres en premier lieu d'ici cette fin de saison? Moi, je pose la question. Moi, je trouve qu'il y a c'est quand même deux mondes qui s'affrontent. Là, tu parles sur le plan sportif. Je suis d'accord avec toi, mais excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que tu dis. Là, c'est deux mondes qui s'affrontent. C'est soit le capitalisme, l'individualisme et éventuellement un fonds souverain versus des valeurs, revenir à des valeurs. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est des sujets de fond que tu peux évoquer de temps en temps. Je suis d'accord. Donc là, le débat, il a jamais été autant plus important que sur le PSG. Le but cette année, à mon avis, sur cette fin de saison, parler des résultats de leur match, ça a plus grand intérêt parce qu'ils sont pas représentatifs et on n'attend plus rien d'eux. Ça sera plus le même coach l'an prochain. Il y aura certainement des joueurs qui vont partir. C'est difficile de se projeter. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est effectivement quoi faire demain. Mais je trouve que cette semaine, il y a beaucoup d'autres clubs dont on parlerait. Tu voulais parler de Marseille. Je trouve que c'est plus pertinent de parler de Marseille. On va parler de Marseille. Abdel, on termine avec toi avant d'avoir Samir et Juan José. Rapidement, vas-y. Dans l'effectif qui a joué hier, mis à part Mbappé qui veut aller chasser le record de Cavani, on sent que tout le monde n'est plus là. Et ça, encore une fois, on parlait du match du Real. Il y a Marquinhos qui était pas dedans. Là, on voit un 10e championnat quand même, c'est pas rien. Non, mais Abdel. Non, je suis d'accord. Ils vont gagner, c'est fait. Ils sont en avance, donc à partir de là, ce que je disais juste avant, c'est que potentiellement tous les joueurs, pour eux, ils peuvent se relâcher, ils n'ont pas besoin de se remettre à bloc, contrairement à l'année dernière où il y avait encore un petit peu le titre à aller chercher. Et il n'y a que Mbappé qui va aller chercher un peu se rapprocher de Cavani, mais sinon, les joueurs n'y y sont plus, et ça, en étant déjà presque sacré à 10 jours de la fin. Arrêtons de faux suspense. Il reste 9 matchs, ils ont 12 points d'avance. C'est plié, point. Alors la première alors Juan José et Samir. Le Paris Saint-Germain aussi n'est pas forcément inattendue, mais l'ampleur de cette défaite, elle fait mal parce que ça rappelle effectivement l'élimination face au Real. Mais il faut toujours parler du PSG parce que ça reste quand même la meilleure équipe française. Peut-être que le championnat de France est trop court, trop petit, trop faible pour le PSG. Mais le PSG reste la meilleure équipe. Va falloir s'intéresser à elle. C'est vrai que psychologiquement, ils sont déjà partis tous ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Fallait-il parler d'autres clubs? Va falloir parler d'autres clubs. Oui, bien évidemment. Mais la Ligue 1 aujourd'hui reste quand même redevable du PSG et on est obligé de s'intéresser au PSG. Ça va bien
mais c'est aussi quand ça va mal parce qu'il faut trouver des solutions. Il y a un débat des fonds, tu as raison. Mais allons vers ce débat des fonds. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qu'on ne fait pas jouer? Pourquoi Xabi Simons ne joue pas, Michou, etc. Pourquoi on ne les fait pas jouer? Puisque de toute façon, la Ligue 1 est déjà gagnée. Mais comment veux-tu qu'il fasse jouer alors que de toute façon, il sait très bien qu'il ne sera plus là. Pochettino, il s'en fout. Marie. On écoute Samir. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'aspect sportif, parce que vous l'avez bien dit. Vas-y, Samir. Tu perds 3-0 à Monaco, donc je pense que rien que dans le score, tout a été dit. Après, forcément, il y a eu un aspect mental après une défaite en Ligue des Champions, et effectivement, en tout cas en termes de compétitivité, tu n'as plus grand-chose à jouer. Mais moi, il y a un truc sur quoi j'ai envie de revenir, c'est que tu t'entraînes toute l'année pour être de plus en plus performant. Tu essayes de faire tous les week-ends des gros matchs pour justement maintenir ton niveau au très haut niveau. Là, depuis le début de saison, Neymar, on le retrouve pas. Messi, on le retrouve pas. Leur vrai niveau de jeu qu'ils ont eu dans d'autres mondes, dans d'autres clubs, on l'a jamais vu cette saison. Et finalement, aujourd'hui, tu n'as que le résultat de ce qu'ils sont depuis le début de saison. Ça, c'était pour parler un petit peu de terrain. Après, je pense, lui, Marie, qu'il faut quand même qu'on parle du Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose, je pense, d'historique dans ce club. C'est-à-dire que le désamour et la désunion dans ce club, elle a jamais été aussi haute qu'en ce moment. C'est-à-dire que les supporters sont contre la direction. La direction elle-même, elle est peut-être à deux doigts de justement de se casser la figure et de changer. Donc il va y avoir un turnover. S'il y a un turnover dans la direction, forcément il va y avoir un... Qui pourrait bouger? Leonardo alors en tout cas on est vers la fin. Attendez, juste fini. Ouais, c'est ça, c'est fini. Plus Leonardo que Nasser forcément, parce que je pense que Nasser a plus de poids que Leonardo dans ce club, mais bon, ça on verra forcément. Par contre, pour en revenir sur l'individualité que tu disais juste tout à l'heure, pourquoi je ne suis pas d'accord? Ces joueurs-là, ils sont internationaux. Donc vu qu'ils sont internationaux, là par exemple, on arrive en trêve internationale, ils vont jouer avec leur pays. Donc ce que tu fais toutes les semaines en club, dans ton niveau, tu vas le faire en fait avec ton pays. Ça veut dire que si tu n'es pas en confiance avec ton club, tu ne vas pas être en confiance aussi avec ton pays. Et en fait, pour leur individualité, pour leur performance individuelle, ils ont besoin, eux, justement, de compétitivité. Et justement, bon en équipe, en club et bon en équipe nationale, ça arrive. Bien sûr, ça arrive, mais tu as compris dans l'idée ce que j'ai voulu dire. Ce que tu as dit, c'est que l'entraînement reste important, tu as raison. Tu as plus de chances d'être bon tous les week-ends et d'être en confiance et de l'être avec ton pays, plutôt que l'inverse, de pas être bon au club et d'arriver d'être en sur-régime. Donc en gros, et juste pour on a finir, pas mal de personnes qui sont d'accord avec toi. Juste pour conclure cet argument, on arrive, juste en dehors de ce que je viens de te dire, on arrive dans une période où il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, d'autres qui ont besoin de prolonger, d'autres qui ont besoin de signer ailleurs, donc tu as besoin de te montrer. Donc faire 2 mois de mauvais niveau à une période peut-être charnière individuellement comme tu le dis, je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est toujours rapidement sur le Paris Saint-Germain, c'est toujours une mauvaise idée d'être mauvais individuellement, on est d'accord, mais là sur l'argument là où je le trouve choisi d'être mauvais là où je le trouve qui n'est pas forcément nécessairement recevable, c'est que sur la période internationale, il n'y a aucun match important pour ces équipes-là globalement. C'est pas des matchs charnières et il n'y a pas de compétition cet été. Rapide, Abdel. On doit parler de Marseille aussi. Tu vas arriver dans un mois où il y aura la Coupe du Monde au Qatar pour moi en décembre, et c'est pas du tout la même préparation. Tu vois, il y a des préparations qui se font justement. Tu peux bénéficier d'avoir rien à jouer pour bien te préparer, parce que quand tu vas rien faire et que tu vas revenir en juillet ou fin juin, potentiellement, tu vois, ce sera pas les mêmes efforts, tu seras pas au même niveau que ça se déroulait en été. Après, ce qu'il disait, on termine, Abdel. La dernière phrase, c'est que potentiellement, tu as l'impression que vraiment tout le monde a essayé de se retenir un petit peu au sein du PSG, que maintenant il y a vraiment une cassure et que plus personne veut aller dans le même sens. Donc potentiellement, ça va vraiment changer. T'as pas vraiment envie de te donner pour. Juan José. Complètement il y a Sampaoli qui nous attend. Parce que de toute façon, la Coupe du Monde, ça ne découle pas pour moi. Ça n'a aucune incidence. À la fin du mois de mai, les joueurs, à la limite, des grands clubs se préparent pour jouer à la fin du mois de mai la finale de l'Europa League, la finale de la Champions League. Mais après, ils vont partir en vacances tranquilles. Ils vont rester 1 mois et demi en vacances pour la plupart. La Coupe du Monde, il commencera à y passer en août. C'est à la rentrée où effectivement, en septembre, ils vont devoir être au taquet, c'est-à-dire bien préparer cet été la rentrée et commencer bien le à la limite qui se repose maintenant pour faire du jus. Mais là pour l'instant c'est tout simplement pour beaucoup des clubs et notamment pour le PSG, il n'y a plus d'intérêt parce que la Liga a gagné. Juste rapidement, on va revenir. Très rapidement, j'ai l'impression qu'on a une vision opportuniste de ce métier. Il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels. Quand on signe un contrat, c'est valable pour toute la saison, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. Et aussi, il y a tous les impacts qu'a cité Samir. Et
ça peut les impacter à court, moyen, long terme. Et ça a impacté pas mal d'auditeurs. Si demain, je ne sais quel joueur, je prends n'importe quel joueur, je sais pas, je dis Marco Verratti à l'opportunité de signer à Chelsea, ce qui n'arriverait jamais, même si on peut penser à surtout pour ce moment avec Chelsea. On se dit, ils vont regarder peut-être ces derniers mois en termes d'application, ça peut peser. Merci Mourad. Sur le recrutement. On va revenir avec Mourad et toute l'équipe de Tam Sport au sujet de l'Olympique de Marseille. On devait en parler dans la première partie, mais bon. Allez, on va prendre du temps sur le Classico espagnol. C'est promis, à de suite, chers auditeurs. Classico, là. T'es pas une paix, toi. T'as fait du sport avec ton père. J'aime pas le foot. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir. Voilà, sur l'antenne de Beurre FM avec toute l'équipe. Louis-Marie, Abdel, Samir est avec nous, sans oublier Mourad et Juan José. On va parler, Juan José, il est pressé du Classico, et oui, entre le Real Madrid et Barcelone. Mais on va s'attarder, sur la cité phocéenne et les hommes de Sampaoli qui a regardé le match hier soir face aux Niçois depuis la tribune. On y va. Time Sport. La troisième mi-temps. 2-1, Mourad. Et oui, par l'intermédiaire de Milic ou encore Bakambu pour les Marseillais. Dans les arrêts de jeu, Mario Lemina, Marseille arrache cette fameuse victoire. Et oui, dans un stade survolté, selon certains confrères, journalistes aussi et reporters. Oui, c'était grosse victoire collective hier de l'Olympique de Marseille, très importante pour le sprint final parce que c'était un concurrent direct, l'OGC Nice. Tu as souligné la grosse ambiance, c'était incroyable pour ceux qui ont regardé le match, l'ambiance dans les tribunes. Autant il y avait Classico sur d'autres chaînes qu'on a pu peut-être apprécier de par le niveau technico-tactique, mais autant dans les tribunes, ce qui se passait du côté du Vélodrome, c'était incroyable. Après, c'est une victoire et moi je suis toujours pas très fan des compositions de Sampaoli. On est toujours dans l'apprenti sorcier avec l'absence de latéraux, avec c'est simple, j'ai l'impression que il sait pas où faire jouer ses milieux, donc il les aligne tous. Ça fait sourire la stratégie de Sampaoli. Donc voilà, après je salue les joueurs de l'Olympique de Marseille parce qu'il faut avoir une grosse discipline tactique, une grosse connaissance sur la polyvalence pour évoluer dans le système de Sampaoli. On a l'impression qu'ils font une formation au CDES de Limoges avant de rejoindre le club. Donc voilà, donc c'était une belle prestation. Il y a eu l'entrée de Bakambu aussi qui a enterré les Niçois. J'ai bien aimé la composition entre Payet, la combinaison entre Payet et Cengiz Ünder aussi qui a été très virevoltant sur son côté. Donc voilà, il y a eu beaucoup de belles choses hier du côté du Vélodrome avec le petit showcase de Koffs dans les tribunes. Je sais pas c'était quelle tribune. C'est vrai, c'est les 7 winners. C'est ça, le virage sud. Moi j'ai pas vu le match, je dirais juste une chose, une seconde. Moi j'ai pas vu le match. Donc je vais pas m'apesantir dessus. Je dirais juste une chose, pour moi c'est un tournant de la saison de l'OM et c'est peut-être le match qui va les emmener en Ligue des Champions. Et je vous laisse débattre. Marie il est confiant sur Marseille. Je vais rejoindre ce qui se dit. Ça veut dire que pour moi il y a une qualification en Conference League ce jeudi de base. On se disait que Marseille aurait pu ne pas la jouer à fond, etc. En fait, ils y sont allés, ils ont obtenu leur qualification. Il y aurait pu avoir un peu de relâchement, mais après on parlait de professionnalisme tout à l'heure, se remettre directement 3 jours après dans une autre bulle pour aller chercher la Ligue des Champions, parce que c'est ça qui t'intéresse. Outre les joueurs qui sont là, t'as des supporters qui accompagnent, qui mettent tout le temps la folie au Vélodrome. Et ça a été un match très solide de la part des hommes de Sampaoli, qui était pas là pour haranguer comme il le fait d'habitude, mais faut être costaud. Il était trop loin pour haranguer. Faut être costaud. Il n'y avait pas besoin de lui. Tout le monde haranguait dans les tribunes, visiblement. Faut être costaud mentalement. Il est souvent critiqué, mais on va dire que il y a un certain turnover qui a été fait, qui s'applique bien et qui est de mieux en mieux réalisé. Et voilà, tu gagnes 2-0. Tu mets un but à chaque fin de mi-temps. Ça aussi c'est un travail qui est fait, parce que ça veut dire que tu lâches rien jusqu'à la dernière seconde, et comme je disais, t'es poussé par ton 12e homme, et ça c'est très important dans le foot moderne. Mais il aurait pu même enterrer le match un peu plus tôt s'il n'avait pas fait comme à son habitude des changements si tardifs. Je pense qu'à un moment donné t'aurais pu apporter un peu plus de profondeur plus tôt avec Bakambu ou Bamba Dieng qui est pas rentré d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est absent, pourquoi il rentre jamais. Donc il aurait pu, parce que les Niçois jouaient très haut, donc il aurait pu les surprendre un peu plus tôt. Donc c'est un peu ce que je reproche à Sampaoli, ces changements tardifs. Moi je veux juste rebondir sur une toute petite chose qu'a dit Abdel en prenant de la hauteur sur l'OM. Il ne veut plus réagir sur Marseille, mais il le fait encore. Vas-y, non mais en fait, Abdel a dit quelque chose d'intéressant, et c'est la victoire qui engendre la victoire. Et si on prend de la hauteur, les clubs français qui sont frileux en Coupe d'Europe, on voit que les clubs qui gagnent en Coupe d'Europe
souvent ils regagnent après, surtout l'OM. L'OM, j'ai pas souvenir d'une saison où ils ont été handicapés par une belle compétition européenne. Donc je pense que leur victoire en conférence européenne, elle nourrit leur championnat, c'est ce qui va leur permettre d'aller plus loin. Si t'en as pas, c'est qu'ils n'en ont pas eu beaucoup aussi récemment. Allez, rapidement de terminer sur Marseille et d'attaquer d'accord avec lui, Marie, le classico rapide. C'est le match qu'il ne fallait pas rater. Et sachant effectivement que c'est un concurrent direct Nice, cela dit, il ne reste qu'à 3 points, donc il faut quand même se méfier, et d'autant plus qu'il y a Rennes juste derrière, qui avec ce 6-1 face à Metz a fait quand même un joli carton. Ouais, mais c'est les losers historiques de la Ligue 1. Il y a 15 jours, on se posait la question. Ils s'écrouleront dans les 5 dernières journées. Il y a 15 jours, on se posait la question ici même sur le fait qu'il pouvait y avoir une certaine distance entre Sampaoli et son vestiaire. J'ai l'impression que depuis une dizaine de jours, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer du côté de l'OM, et qu'effectivement peut-être ce dialogue qui pour certains est interrompu, c'est le cas de Sampaoli avec Alvaro par exemple, mais avec les autres joueurs on commence effectivement peut-être à retrouver ce dialogue, et ça commence à se voir sur le terrain. Et puis il va falloir quand même signaler l'importance du président Longoria, parce qu'il a tenu. Et tu fais bien. Maintenant, il faut continuer. Il fait de bonnes choses. Pour moi, non. Pour que c'est le match pour aller effectivement. Oui, Rentrosé, moi je suis d'accord avec toi. Pour Sampaoli, c'était loin des yeux, près du cœur hier. Oui. Voilà. C'est vrai. Oui. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Exactement. Voilà, si on n'est pas fan de Longoria, qu'on le considère comme un éternel recruteur senior qui sait manipuler des logiciels de sport. Tu sais qu'il a un tatouage, Sampaoli, qui dit non, oigo, Samir. Yo sigo, je n'écoute pas, je fonce. Donc, allez, fonce comme Samir aussi. La mentalité. Donc, comme allez-y au football. Samir, on termine avec Marseille. Je l'ai toujours pensé, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, c'est son public. Voilà, tout simplement. Donc, heureusement que ce stade Vélodrome existe et que la ferveur qui est autour de cette ville et de ce club existe. Parce que moi, je trouve que pour en revenir au coach, je trouve que justement, c'est déstructuré, mais je vais m'expliquer. Je pense que du milieu de terrain aux attaquants, tu ne sauras jamais qui est-ce qui va faire la diff chaque match, chaque week-end. Tu peux pas dire que tous les week-ends, ça va être tel joueur qui va faire la différence. Ça peut être du milieu de terrain jusqu'à l'attaquant. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que comme justement, il y a plein de joueurs de l'Olympique de Marseille qui nous ont fait comprendre que tactiquement, ils ne comprenaient pas exactement ce qu'on attendait d'eux à travers les changements de composition, de poste, ce qu'on leur demandait de faire sur le terrain. Et du coup, finalement, de temps en temps, tu as quelques joueurs qui se libèrent sur certaines actions, et la réussite, elle vient de plein de joueurs différents. Attends, juste pour finir, et je te laisserai la parole, Abdel. On va terminer sur Marseille. Effectivement, il y a une grosse concurrence dans le haut de tableau, et que malheureusement, concernant l'Olympique de Marseille, ils peuvent battre le GC Nice, un concurrent direct, et te faire un match nul contre un relégable la semaine prochaine. Et malheureusement, c'est ce qui est impronosticable avec l'OM. Juste un mot pour Abdel, on les l'écoute. joueurs qui font la diff. Moi, j'ai été très critique entre guillemets envers Gerson. Je trouve que il est de mieux en mieux, et je pense que ça libère des joueurs autour de lui, et pour le prix qu'il a été acheté, il commence à avoir un rendement assez intéressant. Et la galette qu'il met à Bakambu à la 90e minute, elle est incroyable. À Vitry. Ouais. On poursuit l'émission avec le football espagnol. Time Sport. Eh oui, 4-0. Ça, on l'a pas vu passer en tout cas. Hein. Il y avait le match d'hier entre. C'était un peu le derby de la région sud, c'est ça, entre Marseille-Nice. Mais là, c'était le Real qui recevait le Barcelone, et aussi un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Il fait du bien avec Ferran Torres, et Barça s'impose, son Benzema en tout cas. Et voilà, donc c'était inattendu ce 4-0 face à Barcelone, qu'il aille s'imposer du côté des Bernabéu. Vous savez, il y a quand même beaucoup des points communs entre le PSG et le Real Madrid. Déjà, alors pourquoi défaite, donc 4-0 face à Barcelone. Déjà parce qu'aussi les deux clubs sont premiers de leur championnat, assez loin devant ses concurrents. Il faut savoir que le Real a 66 points, 65 pour le PSG. Les deux clubs ont marqué le même nombre de buts en Ligue 1 espagnole ou française, donc il y a beaucoup de points en commun. Mais c'est vrai qu'hier la surprise c'était Barcelone, la surprise c'était Aubameyang qui a, avec son doublé et sa passe décisive. Merci qui Ouais. Merci Arsenal. Qui a montré que son arrivée a quand même dynamisé l'attaque du côté de Barcelone. Aussi la très belle performance de Dembélé après ces mois compliqués où on a voulu qu'il parte. Maintenant on le fait jouer. Il a été décisif, 2 passes décisives d'ailleurs, mais aussi l'arrivée de Ferran Torres qui a marqué aussi. Donc avec Xavi,
le Barça a complètement changé. Faut-il remarquer quand même que Benzema n'était pas là, Mendy n'était pas là et qu'effectivement, peut-être que psychologiquement, c'était un peu compliqué pour le Real Madrid hier face au Barça. Alors, Louis Marais, Abdel, et avec Samir et sans oublier Mourad, on est toujours là. Le classique. Alors, moi, je vais faire un petit mea culpa parce que Alors, quand pourquoi Aubameyang a signé, j'ai dit il a rien à foutre au Barça. Et il s'avère qu'il n'a rien Parce à que faire. vous ne regardez pas Arsenal, non, mais c'est pour ça. il n'a rien à faire dans le Barça, tiki-taka habituel. Et ce que j'avais pas anticipé, c'est la façon dont joue Xavi, qui est pas du tout dans le même style que Guardiola. On nous a vendu le fils spirituel de Guardiola. Moi, quand je vois jouer le Barça, je ne vois pas jouer le Barça de Guardiola. Je vois le Barça beaucoup plus à la Enrique, beaucoup plus dans la directe. Comme le Barça de Guardiola aujourd'hui. Non, mais c'est un schéma tactique qui est, c'est une philosophie de jeu qui est dépassée. Mais c'est ce que beaucoup ont vendu. Aujourd'hui, tu es obligé de mettre un peu de verticalité dans ton jeu. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est ce que beaucoup ont vendu. Pour pouvoir gagner. Avec le retour de Xavi, le retour du Barça en maîtrise de la possession, et c'est beaucoup moins le cas. Alors ils ont toujours la possession, mais pas de la même manière. Et finalement, les recrues qui paraissaient un petit peu surprenantes, avec effectivement Aubameyang. Alors j'ai oublié le nom. Adama Traoré, merci. Parce qu'il voulait un attaquant du style des Dembélé, c'est-à-dire quelqu'un qui va. On est dans la provocation. Ferran Torres qui va très vite sur l'autre côté. Et on est d'accord. Tu vois la faiblesse des latéraux madrilènes hier, donc tu es obligé de mettre en avant justement ces ailiers percutants. Oui, mais on est d'accord, mais c'est pas véritablement. C'était les latéraux. Il n'y avait pas que les latéraux. Il y avait les latéraux. Il y avait le trident historique au milieu de terrain. Il a pris un peu qui a été en difficulté. Qui a été très en difficulté. Après, ils choisissent un peu leur match, les vétérans du Real. Non, mais en fait, ils surfent. Ils jouent sur l'expérience. Quand ils identifient une brèche, ils foncent dessus. Ils sont capables de gérer un match. Mais après, il y a la limite physique aussi qui s'impose. Après, c'était malheureusement pas un match prioritaire finalement dans leur fin de saison. C'est ça, c'est fou à dire. Il y avait le Barça en voulait beaucoup plus. Pour l'aspect psychologique, un classico, c'est très important. Entre Barça et Real Madrid quand même. Et l'absence de Benzema, on n'en a pas parlé, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Merci. La transition est bien faite pour Abdel. Mais là, je te fais la passe justement pour que tu puisses étaler toutes tes connaissances sur Karim Benzema. Mais bon, on va parler d'expérience. Non, mais attends, deuxième chose. Il y a aussi, Juan José a tout énuméré, mais on n'a pas parlé d'une chose. C'est le maillot anniversaire du Real Madrid. Je pense que ça a été le porte-malheur de ce classico. Mais c'est important. Par rapport au match d'hier, j'ai été pas impressionné, mais surpris entre guillemets du niveau technique et du niveau pas tactique, mais du niveau technique par rapport au match aller qui était totalement une purge. Et après, à partir de là, c'est vrai qu'on parle du niveau tactique de la défense qui avait du mal à s'aligner. C'était la dentition de Didier Deschamps hier, la défense du Real Madrid. Il a changé sa dentition, Deschamps. Elle est très alignée. Avant 2018. Pour parler du Barça, c'est vrai que Xavi est arrivé avec ses idées de jeu, pas tout le temps au complet. Là, on voit que quand il est au complet et qu'en plus de ça, sur le banc, il a des joueurs sur qui il peut compter. Ça fait énormément la différence. Complet ou incomplet, il y a l'effet Xavi. Non, mais on le voit clairement. Et ce que j'aime bien, c'est vrai que sans faire de comparatif à gauche et à droite, il y a beaucoup plus de joueurs comme tu disais, de profondeur et capable d'apporter de la vitesse qui peuvent créer justement. C'est le football moderne. Il faut créer des fois tu ne peux pas créer des différences que par des décalages de passes. Il faut savoir dribbler, il faut savoir éliminer. Et c'est ce que c'est très bien faire Ferran Torres, Dembélé ou encore Adama Traoré. Maintenant, voilà. Benzema était absent. Ça prouve encore une fois que c'est lui la rampe de lancement du Real. Le classico. Compliqué sans lui. Ça c'est bien dit, Abdel. Ils en ont pris 4. On termine avec toi après, Abdel, Samir, avant de rejoindre l'Algérie. Alors déjà pour ces gros matchs, que ce soit des matchs de Ligue des Champions ou pour les classicos, va falloir que le Real Madrid il commence à penser à faire sans Benzema, puisque dès que Benzema va pas être là, il va faire comment dans les gros matchs de Champions League et de classicos. Bientôt ils auront Mbappé. Va falloir penser à ça peut-être. Et moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment hier il y a eu une grosse victoire de Xavi, et encore faut-il avoir des idées, mais encore faut-il que les joueurs acceptent tes idées et arrivent à les mettre en place sur le terrain. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Voilà, déjà. Ça aide. Mais ce que j'apprécie sur Xavi, c'est que ce qu'il a connu en tant que joueur au FC Barcelone, il a beaucoup appris. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est dans la transmission d'un football qui le passionne, et les joueurs adhèrent à ce football-là, et ça marche. Il est respecté aussi, Samir, par rapport à d'autres. Il est respecté, forcément. C'est très important. C'est comme un Zidane, par un mec sa carrière de joueur, etc. Donc forcément, il est respecté. Quand tu vois que Coman, j'imagine qu'il avait des idées, Coman. Est-ce que ça a pris? Non. Il était respectable comme joueur aussi, Coman. Mais en tout cas, comme coach, voilà, on n'a pas trop vu la relation avec les joueurs. Et là, je trouve qu'avec Xavi,
avis, ça a bien marché. Vous le savez autour de ce plateau à quel point je suis supporter madrilène, mais je suis très content de ce qui s'est passé. Parfois, quand tu perds, moi je kiffe de prendre une grosse gifle pour vraiment rechanger des choses et ça redistribue les cartes parce qu'il y avait un petit fossé là ces dernières années, ces derniers mois entre le FC Barcelone et le Real Madrid, et je trouve que peut-être maintenant on va réassister à des classicos assez sympas. Au prochain classico, le Real Madrid, ils vont se dire, là le dernier match, ils nous ont tapé 4-0 à domicile, là maintenant ça va être un autre classico pour le prochain, donc je trouve ça cool pour il faut attendre l'année prochaine, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce que là, il y en a assisté à une humiliation en Mondiovision. Mais il y a les barrages maintenant. C'est vrai. On va faire une courte pause. Ça sera la dernière de l'émission. On va revenir directement après avec l'Algérie et sa sélection de football avec son sélectionneur Djamel Belmadi, sans oublier aussi le tournoi Destination. Vous restez avec nous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. On ouvre le standard, comme à son habitude, le 01 53 48 3000 si vous voulez réagir avec toute l'équipe de Time Sport. À de suite. Un peu de silence, un téléphone en Espagne. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de votre émission qui est Time Sport, 20h, 21h, toujours avec Mourad, Samir, Louis-Marie, Juan Trossé de la partie, sans oublier Abdel. Allez, un petit clin d'œil aussi, une petite dédicace pour les U12 de Sartrouville qui nous écoutent ce soir, en la personne de Kamel, un grand supporter de l'émission Time Sport. Voilà, ça au moins c'est fait. Et on prend la direction d'Alger, on y va. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, Djamel Belmadi, d'accord, Fallait pas laisser d'accord. le lancement avec la Delbouka, là. On en a laissé, on va s'ambiancer tranquillement avec Samir justement qui va réagir le premier, d'accord, pas d'accord. Il y a ça fusé hier sur les réseaux sociaux et notamment sur cette fin de semaine, excusez-moi. Ça parle que de ça, l'Algérie et ces deux matchs face au Cameroun. Samir. Tu le dis si bien, Bilal, ça a fusé sur les réseaux sociaux et mon avis il est très clair suite à la liste de Djamel Belmadi, mais je suis totalement un pro Djamel Belmadi. Je comprends mais tellement totalement sa liste. Alors tous les joueurs qu'il a pas convoqués, je comprends totalement leur non-convocation. Quitte à me mettre mais vraiment plein de supporters algériens à dos, c'est pas grave, mais je dis ce que je pense. Donc là on est rentré dans un délire où, comme par hasard, les joueurs qui ne sont pas convoqués vont peut-être nous manquer sur les prochains matchs. Alors ils vont nous manquer, mais sur quelle statistique ils vont nous manquer? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'équipe nationale d'Algérie? J'ai noté en fait le nombre des sélections des joueurs que Belmadi n'a pas pris. Belkebla, il en a 10, Boulaya 6, Benrahma 16, Zorgan 5, Tougaï 4, Ounas 15, mais il a dû faire 4-5 minutes, il est blessé, on est d'accord, mais je veux dire même il va pas nous manquer, quoi, c'est ce que j'ai voulu dire. Moi je pense que justement tous les joueurs qui nous ont pas apporté sportivement l'équipe nationale d'Algérie, c'est une bonne chose de ne pas les avoir appelés. C'est très bien, ça va relancer la concurrence. Ghezal, il mérite amplement de revenir. Il n'était pas là à la dernière CAN. Boudaoui mérite amplement de revenir. Il n'était pas là à la dernière CAN. Bounedja, c'est le seul, je pense, qui sportivement nous a apporté. Ok, maintenant, ça fait un moment, ça fait des sélections d'affilée qu'il n'est pas en confiance, que ce soit avec son club ou en l'équipe nationale d'Algérie. Et je trouve ça une bonne chose de redistribuer les cartes. Il y a un truc qui est bien avec Djamel Belmadi, c'est que c'est pas un vieux con que quand il t'appelle pas, il te rappelle plus jamais de la vie. Ouais. Non, il t'appelle pas. Là, il te lance un message, il te dit là t'es pas bon depuis un moment. Je rappelle quelqu'un d'autre et je trouve qu'il y a besoin justement de relancer un peu d'insouciance de personnes qui peut-être vont créer leur histoire avec l'équipe nationale d'Algérie. Ça passera peut-être par Benyetou, ça passera peut-être par Belfodil, peut-être. Mais en tout cas, les joueurs qu'il ne convoque pas, les joueurs qu'il n'a pas convoqués ne vont pas du tout me manquer. Benrahma, il n'a pas été bon en équipe nationale d'Algérie et pour moi, c'est pas du tout une surprise qu'il y soit plus. Ensuite, je finirai sur cet argument et je laisserai les autres parler. Le 11 titulaire à 90% là dans cette équipe. Ouais. Donc sur le 11 titulaire, il n'y a aucune surprise. Donc là, on va polémiquer, se poser des questions sur des joueurs qui ne jouaient pas, qui étaient remplaçants. Donc à quel moment ils vont nous manquer? On peut que avoir des bonnes surprises avec cette liste. Alors, Mourad, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette masterclass de Samir justement sur cette liste de Belmadi? C'est bien dit, Samir. Non mais sérieusement, la liste de Belmadi est dénuée de toute logique sportive, performance en club. On est clairement sur l'aspect mental et sur cette capacité à faire face à cette double confrontation qui emmènera l'Algérie en Coupe du Monde 2022. Ensuite, on a parlé du personnage Belmadi. On est tous pro Belmadi quand on sait ce qu'il a apporté, quand on sait d'où part l'équipe nationale d'Algérie. Mais moi, je vais être un peu nuancé vis-à-vis de Belmadi. Autant sur sa liste, on peut comprendre, on sait qu'il y aura un groupe commando de 14 joueurs qui vont participer à cette double confrontation. Le reste des joueurs feront le nombre et éventuellement interviendront. Ils ne vont pas perturber le groupe ni impacter le groupe négativement.
sont des joueurs sont de gentils garçons, de bons élèves qui feront partie de cette aventure. Mais ensuite, concernant Belmadi, autant, moi je voulais parler de ses conférences de presse, autant je regardais ses conférences de presse à l'époque avec des pop-corn et on kiffait. Alors autant aujourd'hui, je trouve qu'on est dans la provocation, voire limite dans l'insulte à outrance, quand on voit les propos qu'il a tenus à l'égard d'un journaliste parce qu'il était sur le physique, parce qu'il était en surpoids en lui disant qu'il n'avait jamais transpiré de sa vie. Donc là, on sent Belmadi sur les nerfs, un peu en stress, et c'est peut-être pas bon signe pour cette double confrontation. Donc moi, j'aurais préféré un Belmadi plus serein. Belmadi, on sait peut-être que au 29 mars, en cas de déroute de l'équipe nationale d'Algérie, c'est clair le 29 mars, il quitte Alger ce soir, d'accord, ou au pire, même après le Qatar, s'il se qualifie, on sait très bien qu'il fera plus partie, qu'il sera plus sélectionneur. Donc j'aurais aimé un peu plus, peut-être de classe de la part de Jamel Belmadi pour ses dernières sorties en conférence de presse. Ouais, alors, vas-y, le mari, et on va aller. Juste pour compléter ce qui s'est dit, c'est vrai que là, c'est deux matchs coup près, c'est pas des matchs d'éliminatoire ou quoi, donc. Il y a des joueurs qui ont eu leur chance lors de la Coupe d'Afrique. On oublie que jouer en Afrique c'est dur, jouer des matchs contre des sélections africaines c'est très dur, et il y en a qui n'ont pas su répondre présent dans une compétition où l'Algérie était tenante du titre. Il faut arrêter de dire que c'est tôt ou que c'est tard ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des joueurs qui se plaignaient justement de ne pas être là, et quand ils ont été mis en avant et dans la liste, et ils n'ont pas su répondre et donner la plénitude à la sélection. Le plus gros symbole de cet exemple, c'est Benrahma qui est une star en première ligue et qui arrive en équipe nationale d'Algérie, qui a un but, c'était face au Djibouti alors qu'il y avait une victoire par un score large. Donc on se dit, peut-être qu'il y a, tout à l'heure Louis Maillot en parlait, il y a des joueurs d'équipe nationale et des joueurs de club. Je pense que Benrahma est un très bon joueur de club, mais un très mauvais joueur d'équipe nationale, notamment en terre d'Afrique. Il faut avoir une mentalité, une personnalité pour jouer en Afrique que tout le monde ne peut pas avoir. Là, on a cité plein de joueurs, mais on n'a pas cité Guedjoura, qui a été pour moi à la CAN le plus grand manquement de la sélection, parce que c'est un joueur dont alors vas-y, tes propos. Le profil pour moi n'a jamais été remplacé, parce que c'est un joueur qui faisait très bien son rôle de gendarme devant la défense. Et maintenant, voilà, les gens ont demandé du changement, et il faut arrêter de se plaindre. C'est pas à la carte. C'est pas monsieur Belmadi, il fallait enlever lui. Moi j'étais plus pour vous enlever lui. Non, il y a un match à jouer. Et après, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est pas malheureux de compter sur un joueur qui a 37 ans, qui joue à Burton Albion, c'est ça, qui est en Ligue 1, d'accord, qui a limite braqué le MCO, le Mouloudia d'Oran, pour un salaire dithyrambique de plus de 20 000 euros, alors que certains joueurs locaux n'étaient pas encore payés. Donc je me dis que c'est limite effrayant, en fait. Le fait que la pierre angulaire de ton effectif soit Aden Guedjoura. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas repositionner Benasser en sentinelle? Il a dit que Benasser. Il y a des choix. Non, mais il y a des choix à faire. Il y a d'autres joueurs. Non, mais après, alors on termine. Vas-y, on va terminer avec Abdel. Sur Guedjoura, il y a des joueurs, comme tu disais, il y a des joueurs il y a des joueurs en sélection, il y a des joueurs en club. Lui, il apporte ce petit truc en plus. Après, pour Belmadi, c'est vrai qu'il est encore agité, et je trouve qu'il est un peu dans le même délire qu'à la CAN, mais le fait d'être sorti un peu plus tôt, je pense que ça lui a permis aussi de se reposer et de refaire un petit tour complet, parce que si on avait enchaîné gros parcours à la CAN, enfin l'Algérie avait enchaîné un gros parcours à la CAN plus les éliminatoires, ça aurait été un flop total. Je suis pas sûr que l'Algérie aurait eu sa chance avant d'affronter le Cameroun. Alors poursuis avec toi le mari. Alors il y a une chose que moi je le vois un peu plus de l'extérieur. Sur le cas de Jamel Belmadi, pour moi, beaucoup ont été dithyrambiques depuis des mois, des années, en expliquant, j'ai entendu autour de cette table, que c'était le meilleur entraîneur du monde, que c'était le meilleur sélectionneur possible et imaginable. C'est un très bon sélectionneur pour l'instant, mais là, on va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Parce que c'était la lune de miel, c'était formidable, tout se passait bien. Il a construit des parties d'assez bas, il a reconstruit, il a fait quelque chose de formidable. Il a subi son premier échec. Là, on voit qu'il est nerveux, comme disait Mourad. C'est ça. Il est en conférence. On se pose la question de comment il va gérer ces instants cruciaux. Et on va voir ce qu'il a dans le bide, Jamel Belmadi. Moi, j'ai envie de voir ça, et je suis très curieux de ça. Alors ses choix, en revanche, moi j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre, comme je viens de le dire, mais ses choix, je les trouve cohérents dans le sens où, après un échec pareil, parce qu'on va pas se mentir, l'Algérie a pris une énorme claque à la CAN. Il fallait faire quelque chose. Tu peux pas laisser le groupe. Et je pense pas qu'on se soit relevé. Non, mais je pense qu'on est encore par terre. Tout le monde est encore par terre. On sent que il suffit de voir la conférence de presse de Belmadi. Il est encore pas serein. Donc il y a un moment, il y a tellement de passion dans ce pays-là autour de cette sélection que c'est pas facile. Du coup, il fallait qu'il fasse des choix forts. Il fallait qu'il montre que l'état d'esprit allait être différent et qu'il allait changer des choses. Pas des grandes choses, Moi, j'appelle pas le retour de Guedjoura, j'appelle pas ça un choix fort. Le retour de Belfodil, j'appelle pas ça un choix fort. Ça, c'est toi qui le penses. Le Boudaoui, la sélection. Le Boudaoui, pour moi, il faisait toujours plus ou moins partie
de la sélection élargie. Le recrutement, enfin, Ben Yedder, qui est un avant-centre de 32 ans, qui marque quelques buts au Qatar, pour moi, c'est pas un choix fort. Surtout, quant à Bagdad Bounedjah, certes, qui est en crise de confiance, mais côté carte, qui peut revenir. Samir l'a dit, la porte n'est jamais éternellement fermée. Bien sûr, mais quand je dis que c'est des choix, c'est qu'il a, je vois pas des choix forts. Je vois des choix. Non, mais c'est pour montrer qu'il je vois des choix de second couteau qui accepteraient volontiers d'être sur le banc et qui ne perturberaient pas le statut du d'accord, mais c'est pour montrer, c'est juste pour montrer qu'il essaye d'injecter du sang neuf et que les choses vont changer. On est toujours sur l'Algérie avec toi, Juan José. Oui, l'avantage de voir ça de loin, c'est qu'on a peut-être plus de perspectives. Ce qui est mon cas par rapport à vous. Alors, t'es pas très loin, t'es à Valence. Mieux que moi, l'ambiance algérien. Mais après avoir été effectivement champion d'Afrique, après avoir gagné la Coupe arabe, c'est clair que la dernière Coupe d'Afrique, c'était une faillite. Fiasco, hein. Et donc, Belmadi était obligé de réagir. Je me permettrai de rappeler la France de 2002 qui n'a pas réagi après 98 et est partie maladroitement du mondial, ou l'Espagne de 2014 au Brésil après avoir été champion du monde. Donc il y a quand même une certaine corrélation dans tout ça. Donc il fallait réagir, il l'a fait. Aura-t-il raison ou pas, on verra, mais il fallait faire quelque chose, il l'a fait, et ça montre qu'il y a du courage, même s'il est nerveux. C'est normal, il est dans ces situations compliquées. De toute façon, juste dernier mot, il sera toujours critiqué. S'il n'avait pas changé sa liste et qu'il y a un échec, et ben on aurait dit il n'a pas changé. Là, il change. Fallait dire que ce groupe se connaît depuis longtemps et qu'il aurait dû faire des changements. Donc, de toute façon, tout point de vue, il pourrait être critiqué, mais moi, je pense pas que tout choix est critiquable, que ce soit positivement ou négativement. On donne simplement notre avis. Mais on fait pas du Belmadi bashing. Non, je parle même pas. Tu sais, je parle pas autour de la table. Je parle globalement. Tu vois, tous ceux qui avaient cette attente autour de la liste, il y a des déçus, il y a des contents. Mais pour le coup, je pense que vraiment, je sais pas s'ils sont relevés totalement parce que c'est dur d'essuyer un échec comme ça. Mais je pense que le fait d'être sorti tôt, ça a permis de se remettre les pieds sur terre et de se relancer un peu plus sereinement dans quelque chose que beaucoup moi je suis pas d'accord. Généralement quand tu sors tôt, tu rentres tôt. En soirée c'est comme ça. Beaucoup non. Je préfère aller au bout, sortir tard et aller très loin après. Beaucoup n'ont pas connu la Coupe du Monde et on est sur une fin de génération, donc potentiellement là c'est toujours plus facile de tout donner, je pense, quand t'as pas joué quelque chose et que tu l'as pas atteint, que jouer une Coupe d'Afrique, c'est peut-être pas en dents de scie, mais où ils étaient clairement pas prêts pour aller chercher un deuxième sac ou aller loin. Ouais, Samir. Allez, tu es pas d'accord avec Ouais, vas-y. Par rapport, pour faire un point sur tout ce qui a été dit, moi le comportement de Jamel Belmadi en conférence de presse, j'arrive quand même à le comprendre. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à avoir une certaine forme de reconnaissance et ne pas faire preuve d'ingratitude. Je m'explique. Didier Deschamps a bien perdu contre la Suisse. Je pense que effectivement tout le monde a été déçu, mais je pense qu'il n'a pas été autant critiqué que nous l'a été. Il faut se rappeler que cette Coupe d'Afrique des Nations a été catastrophique dans tout ce que vous voulez, sur tous les cas de figure. Elle était nulle cette CAN, et encore une fois c'est mon avis et je le dis depuis le début de la CAN, elle était horrible. C'était pas la CAN de l'Algérie sportivement, tout ce que vous voulez, même dans l'extra sportif. Et le fait d'avoir été éliminé au premier tour dans une CAN qui a été nulle, pour moi je pense que on oublie ce qui a été fait. Est-ce qu'on se rappelle, Belmadi il a récupéré comment la sélection nationale? Est-ce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé juste avant avec Madjer et le Bosniaque qui savait même pas le nom des joueurs? Il avait des joueurs, Rajevac, il avait des joueurs ou serbe, où il était serbe, il avait des joueurs, il savait même pas leur nom, il les appelait par leur club. Et toi Saint-Etienne, mets-toi là, nanana, il disait même pas son nom. Là aujourd'hui on a Belmadi qui a récupéré un pays qui était justement dans le rouge, il les a remis sur les rails, telle une trentaine de matchs sans défaite. Et moi je pense que Belmadi à ce moment-là, ce qu'il aurait voulu, Belmadi ce qu'il aurait voulu à ce moment-là, c'était peut-être qu'on a le droit de critiquer, mais qu'on se rappelle quand même ce qu'il a fait, et être éliminé au premier tour d'une Coupe d'Afrique qui était catastrophique. Franchement pour moi il y a plus grave. Donc je pense qu'il aurait aimé qu'on le soutienne un peu plus et qu'on fasse peut-être preuve de plus de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait depuis 2-3 ans avec l'équipe d'Algérie. Et juste pour finir sur ce que disait Mourad dans l'exemple de la conférence de presse, on lui posait des questions sur pourquoi Belkebla il est pas là, etc. Encore une fois, sur tous les joueurs qui sont absents, s'il vous plaît, venez me dire en termes de caractère, de statistiques et d'influence dans le jeu ce qu'ils ont fait ces joueurs par l'équipe nationale d'Algérie. Rien. Ils ne vont pas nous manquer. Donc vu qu'il les a sélectionnés, ils n'ont rien fait. Comme disait Abdel tout à l'heure,
Là, c'est un one-shot, c'est un aller-retour. Là, tu as besoin de quelque chose très rapidement. Et ensuite, peut-être qu'il pourra reconstruire pour la Coupe du Monde, faire quelque chose. Mais là, il a besoin de soldats pour une double confrontation. On sort des triples là pour Samir. Oui, on t'écoute. Allez, Mourad, pour terminer sur l'Algérie. On sent la passion à travers les propos de Samir, mais en fait, les joueurs écartés de la part de Belmadi, c'est des joueurs à qui il avait fait confiance. D'accord, je pense notamment à Riz Belkebla, il lui avait fait confiance, il l'a même aligné dans son 11 des titulaires, ce n'était pas des seconds couteaux dès le départ, il avait été titularisé. Encore plus déçu. Non mais bien sûr, mais au moins dans cette liste élargie, je pense pas que ce soit un élément perturbateur à Riz Belkebla, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Bagdad Bounedjah aussi, je pense qu'il a rendu de grands services à cette équipe nationale. Et aussi, je pense que ça peut aussi lui rendre service à lui, en fait, le fait d'être écarté, parce que il peut potentiellement revenir au Qatar, là où il évolue en club. Donc oui, non, moi je pointe pas du doigt Belmadi, mais je me dis que voilà, j'aurais préféré un peu plus de classe de sa part, notamment son côté vulgaire et son côté clash qu'il a eu en conférence de presse vis-à-vis de certains journalistes. Il découvre pas la presse algérienne, tu vois. Et au niveau de l'appréciation de Djabel Belmadi par rapport au peuple algérien et par rapport aux supporters, on l'a qualifié de ministre du bonheur en Algérie, donc je pense que c'est l'un des meilleurs qualificatifs. Donc je pense pas que du jour au lendemain les supporters algériens retournent leur veste vis-à-vis de son sélectionneur. Eh ben on reviendra sur l'Algérie, c'est promis, tout au long de la semaine avec l'équipe de Tam Sport, pourquoi pas avec Mourad, avec Abdel, Juan Trocé, Louis-Marie ou encore toi Samir. Eh oui, Samir il va et on a et ça nous prend le cœur. Voilà, c'est ce que l'on peut lire sur les petits messages que l'on reçoit sur les réseaux sociaux. On va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission. Eh bien, moi aussi, je fais du rugby comme toi. Time Sport, le zapping. Eh oui, justement, il n'y a pas si longtemps, l'image aurait tenu peut-être de la science-fiction, Mourad. Le capitaine de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France, soulevant ce fameux trophée du tournoi des 6 nations. Louis-Marie, c'est bien fait. La France l'a remporté. Il paraît aussi, bon, ça c'est la légende, dit que le trophée a terminé dans la Seine. Va savoir. Oh bah on sait qu'ils savent faire la fête les rugbymen. Donc là ils ont profité, d'après ce qui s'est dit, ils ont su profiter d'après. Les footballeurs ne savent pas. Ah non, Mourad, il y a eu des bagarres entre la France et l'Italie il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années durant un 6 nations. Non mais faire la fête. Ah non, alors la fête est souvent accompagnée de bagarres, il y a pas de sujet. Alors, non mais tout ça pour parler un petit peu de ce tournoi. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce tournoi, c'est que la France l'a dominé assez facilement finalement, même sans être brillante, parce que les superlatifs tombent de partout, mais moi, j'ai pas vu une équipe de France extraordinaire. Non mais je suis d'accord, mais c'est-à-dire, non mais ce qui est intéressant, c'est la décima du 15 de France. Ah non, d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que ce grand chelem, tu le gagnes sans être brillantissime, avec une équipe extrêmement jeune et perfectible. Et je vous prie de croire que cette équipe, dans le monde entier, pourquoi elle a impressionné ? Parce que le monde entier a conscience du potentiel qu'elle a, qui est encore largement inexploité. Les hommes donc, de Fabien Galtier. Cette équipe-là, et c'est marrant parce j'en parle depuis 2-3 ans, et ça fait 3 ans que j'affirme qu'on va gagner la Coupe du Monde 2023, donc je suis d'autant plus persuadé. Ils ont un espion aussi, les Anglais. L'entraîneur, c'est un Australien, c'est ça ? Voilà, c'est un Australien. Donc ils l'ont mauvaise. Hein. Ils ont l'impression que c'est un coup monté de la part de l'Australie, justement. En prévision de la Coupe du Monde. Mais de toute façon, là, il faut pas se mentir, la Coupe du Monde, on va l'aborder avec une pancarte gigantesque dans le dos. On peut pas la perdre. Si on la perd là, on la gagnera jamais. On va pas se mentir, parce qu'on va jouer à 17 contre 15 sur le terrain. On va jouer avec le public de taille pendant cette Coupe du Monde, potentiellement. Mais tu sais qui c'est ? L'Algérie au premier tour. Si l'Algérie gagne la CAN, pourquoi pas ? Il serait dans la poule de la France. L'Algérie sera dans la poule de la France. Quelle fête ! Et comme de par hasard, le match se jouerait sans doute à Marseille. Mais c'est autre chose. À Marseille. Donc si Sofiane Benassel nous entend, non mais ça serait formidable. Elle nous écoute à chaque fois. Il faut se qualifier. Mais pour terminer, juste pour dire que concrètement, cette équipe-là, elle a énormément de potentiel. Quand je dis qu'on va jouer à 17, c'est que on nous en a volé 2 de Coupe du Monde. Faut pas oublier, pour des raisons pseudo-politiques. En 2011, en 95. Donc là, on va jouer avec le public. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi ? En 95, parce qu'il fallait la donner à l'Afrique du Sud pour l'apartheid, et en 2011, il fallait donner à Nouvelle-Zélande qu'il n'avait pas gagné depuis 87. Quel humanisme. Non mais c'est la réalité. Les matchs ont été volés. J'ai aucun problème. Mais on n'a plus trop de temps. Je vous rassure qu'avec Bernard Laporte à la tête de la fédération, on aura l'arbitre avec nous à chaque match. Mais il arrive même pas à gérer Mais arrête aussi, ne critique pas les confrères, Mourad. On termine avec toi. A parlé de l'Algérie, mais l'Espagne va participer à la Coupe du Monde 2023. Ah ben voilà, c'est génial. On a battu le Portugal 33-28, donc on va être parmi les 20 sélections qui vont jouer en France, sachant que ça va être la 12e fois que l'Espagne va jouer un mondial.
La dernière fois, c'était il y a 24 ans. Non, mais c'est bien, ils vont prendre des scores de ces nouvelles nations. Avec l'Algérie et l'Espagne, c'est pas sûr que vous gagnez la Coupe du Monde. L'Espagne, ils vont prendre des scores de basket en 2023. Ça va leur faire tout drôle. Ils vont prendre 90 points par match. Merci à Lumari, à Abdel, à toi aussi, Mourad, sans oublier Samir et Juan Trocé de m'avoir accompagné jusqu'à 21h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. 22h, vous retrouverez son réalisateur avec Vanessa qui est Giovanni. Voilà, et aussi nous, on se retrouve dès demain à partir de 20h, la suite des programmes sur l'antenne, les replays sur beurrefm.net. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.